De retour pour la deuxième partie. Voilà, en plein vol, si j'ose dire. Toujours pour cette libre antenne spéciale actualité, spéciale identité, spéciale civilisation, spéciale avenir de la France, spéciale, voilà, spéciale qui nous concerne un peu tous. Alors évidemment, il y a plein de réactions, j'imagine, sur ce reportage qui est passé sur France 2. Un reportage qui a secoué un peu, hein, évidemment, les politiques, qui n'est pas que les politiques, les médias, etc. Et c'est hyper intéressant de voir les réactions qu'il y a eu donc à la suite de cette diffusion. Et pour ça, justement, bah, on va regarder un autre reportage, mais en fait qui est corrélé, puisqu'il s'agit en fait de Nadia Remada, qui va, elle, qui est invitée à RTL, pour, elle, faire justement, en gros, un peu un débunkage de ce propre reportage. Alors évidemment, la première chose auquel on peut répondre, hein, pour ceux qui disent oui, mais évidemment, on a fait un focus, ça ne représente pas la réalité. Je pense que moi, justement, c'est 3 minutes, que si on faisait une enquête beaucoup plus approfondie, et il y a eu des reportages qui allaient un peu dans ce sens-là, on s'apercevrait de l'étendue et du problème de la situation. Et dans ce passage, en fait, sur RTL, eh ben, on va constater qu'il y a d'autres témoignages. Donc les témoignages, ben, en fait, ils affluent, si j'ose dire, d'un peu partout, pour nous expliquer ce qui est en train de se passer en France, c'est-à-dire qu'il y a clairement des zones où il s'installe un autre ordre que l'ordre social français traditionnel, mais un ordre islamique. Et c'est ça qui dérange, évidemment, c'est le cœur du sujet. Alors, ils vont me dire, ouais, mais ça veut rien dire, ordre islamique. Si, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que dans un ordre islamique, on sait très bien que les femmes ne traînent pas dans les rues, ou traîner dans les bars, ou alors se balader librement. Et ça prend tellement corps que dans les pays musulmans, vous le savez très bien, en Iran, en Arabie Saoudite, ça prend encore des dimensions plus considérables. Elles peuvent ni se balader toutes seules, ni avoir certains droits, etc. Donc, occulter, me dire « Oh non, ça n'a pas de sens ». Non, ça a un sens. Évidemment, tout ça s'entremêle de traditions, de culture, mais il y a ce fond-là qui est inévitable. C'est un ordre islamique qui s'est imposé dans certains quartiers, dans certaines villes de France. Mais comme c'est le cas en Angleterre, c'est le cas en Suède, c'est le cas au Danemark, c'est le cas en Allemagne, c'est le cas dans plein de villes d'Europe. Hein. Donc ceux qui voudraient un peu se cacher derrière leurs petits doigts en me disant ça n'existe pas, c'est une c'est une lubie, au moins ils peuvent commencer à comprendre. Alors voilà, on va dire c'est un reportage de France 2, alors j'entends déjà ceux qui me disent oui, c'est la manipulation, c'est machin, c'est non, je pense que France 2, à mon avis, ils ont dû réfléchir 10 fois avant de passer ce genre de reportage, et c'est peut-être bien une des rares fois où oui, on franchit les limites de l'impolitiquement correct pour aller mettre le doigt sur une réalité qui dérange, bien évidemment. Ben oui, parce que ça dérange, on va pas se mentir. Parce que ça renvoie à tout un tas de questions, c'est ça qui dérange. C'est les questions qu'on s'interdit de se poser, les débats qu'on s'interdit de faire, et toute cette situation-là renvoie à ça. Alors, on pourra trouver encore pendant 20 ans des excuses comme on les a trouvées dernières années, de victimisation, c'est une minorité, ça ne représente pas les gens. D'ailleurs, vous allez l'entendre, Nadia Remada, qui est une femme absolument, je pense, courageuse. Hein. Moi, je salue le courage de cette dame, vous comprendrez, parce que faut expliquer que suite à ces images, mais c'est pas la première fois qu'elle intervient à la télé, cette dame, elle a fait d'autres interventions, elle se bat, en fait. Ce que fait, moi, le combat de Nadia Remada, c'est de vouloir républicaniser l'islam, au sens où elle pense qu'elle peut arriver à rendre compatible sa pratique de son culte, que elle, justement, prend, j'imagine bien, dans la dimension religieuse, mais qu'elle refuse d'imposer dans l'espace public et la sphère sociale. À mon sens, c'est inséparable dans l'islam, la sphère sociale et la pratique du culte. Et on le voit partout, puisque partout où l'islam va s'imposer par le nombre, par les communautés musulmanes, on va finir par imposer un ordre social. C'est ce que connaissent actuellement les pays. Et c'est ce qu'on voit
dans ce reportage, mais qui nous dérange profondément, parce que ça voudrait dire que finalement, ces fameuses zones islamisées, elles existent. Et oui, elles existent. Je sais que c'est impolitiquement correct de le dire, mais pour ceux qui y vivent et qui habitent, ils n'ont rien découvert du tout. C'est juste l'irruption de la réalité donnée au plus grand nombre dans, évidemment, un prime time aux 20h, ce qui est, Pujadas, ça franchit des limites de l'impolitiquement correct. Et dire qu'on était tombé sur les têtes de la Villardière quand il avait fait son reportage et qu'il était aussi allé dans cette même ville. Alors c'est vrai que ça focalise un peu les gens sur la ville de Sevran, mais qui est quand même un cas d'école, et pas seulement, parce qu'il y a d'autres villes qui ressemblent beaucoup, hein, et qui sont à l'image. Alors on va regarder justement ce qui s'est passé après à RTL, où on a vu donc Nadia Remanda, qui est venue un peu débunker en quelque sorte ce reportage qui a fait grand bruit, qui a été relayé, on en a parlé, les députés en ont parlé, enfin, je veux dire, il y a eu des réactions, et justement, les réactions aussi qu'on a eues, c'est beaucoup de gens qui ont dit, mais attendez, vous vous étonnez de quelque chose qui existe depuis longtemps, quelque chose qui est là, que vous avez vous-même laissé s'installer, soit par déni, soit par hypocrisie, soit par lâcheté. En tout cas, cette situation, elle est bien là. Donc, on va écouter. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'il y a d'autres témoignages, mais qui reflètent plein de choses sur l'état d'esprit de ce qui est en train de se passer en France. Fondatrice de l'association La Brigade des Mères, qui était fondée à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Estelle nous appelle de Caen. Bonjour Estelle. Oui, bonjour. Bonjour Estelle. Soyez la bienvenue. Vous avez vécu plusieurs années à Sevran. Alors moi, oui, voilà, je suis même née à Sevran. Oui. Donc j'ai 46 ans. Mes parents y vivent encore, donc... Vous êtes parti quand? Alors moi, je suis partie au mois de juillet. Ah, c'est tout récent. C'est tout récent. Et pourquoi vous êtes parti de Sevran? Alors, parce que je ne me reconnaissais plus dans cette ville. Ouais. Moi, je suis née, enfin, je suis catholique, mais je ne suis maintenant athée, puisque je ne crois plus en aucune religion. Donc pour moi, la religion, ça reste vraiment quelque chose d'abstrait, complètement. Et j'ai remarqué que cette ville, moi j'ai mis mon petit garçon donc de 9 ans à l'école à Sevran. Voilà, donc voilà, vous avez compris, c'est une femme qui a quitté la ville, qui habitait dans la ville, qui a la quarantaine et qui explique voilà, qu'elle a mis son petit garçon à l'école. Donc la suite, je vais vous laisser découvrir ce qu'elle nous explique justement sur pourquoi finalement elle est partie de cette ville. Et donc c'est pour ça que je suis aussi partie, parce que aucune, comme disait Nadia, que j'aime beaucoup d'ailleurs, j'ai essayé de les contacter pour pouvoir faire partie de leur... mais bon, j'ai préféré partir pour le bonheur de mon fils, le bien-être, on va dire. Mais qu'avez-vous constaté avec votre fils à l'école Alors, déjà l'école, on a un petit peu... déjà l'école, je vais vous dire qu'il y a 90% de... Il n'y a aucune mixité. On va dire qu'il n'y a que des personnes de religion musulmane dans l'école. Sociale. Alors, elle ose plus parler, la pauvre. 90% d'eux, etc. On marche sur des œufs, bien sûr, en France. Voilà, c'est comme ça, dès qu'on arrive. Bon, en plus, elle est dans une grande chaîne. Donc, franchir les barrières. Mais elle explique clairement que dans une école de Sevran, il y a 90% de musulmans. Donc, vous imaginez bien que pour les élèves non musulmans, il y a tout d'un coup des contraintes qui leur sont imposées par... la communauté majoritaire, c'est d'une évidence, c'est d'une évidence. Et c'est pour ça qu'elle l'explique elle-même, elle est partie de cette ville. Sociale, complètement. Alors, je le constate bien sûr tous les jours, parce que bon, moi j'ai pas de problème, parce qu'il faut savoir que mon fils a 15% de sang algérien. Donc, mais Estelle... Elle est obligée de préciser quand même que son fils est aussi avec du sang algérien, ce qui signifie bien que elle-même, voilà, c'est une façon de se prémunir du racisme, hein, vous voyez, mais on en est là en France, mais malheureusement, c'est comme ça. Voilà, cette dame, elle a juste voulu donner son expérience, mais comme c'est un sujet, on marche sur des œufs, elle veut pas qu'on la traite de raciste, c'est évident, elle veut juste expliquer ce qui se passe et son sentiment. Donc voilà, elle nous explique que son fils a du sang algérien, mais qu'in fine, elle se retrouve dans une ville où
il n'y a pas, comme elle l'a dit, ce beau terme de mixité sociale. Comme je vous dis, c'est le gentil terme, c'est le mot gentil pour ne pas dire de mixité ethnique. Hein, c'est évident. Donc cette mixité sociale, évidemment, elle y a mis fin parce qu'elle s'est dit, voyez le gentil monde multiculturel, voilà comment ils réagissent les gens. Voilà, ils s'en vont, ils le fuient, ce monde-là. Donc on veut les forcer à se mettre ensemble. C'est ça la loi. On va forcer la mixité culturelle, la mixité sociale. Mais ça ne pourra pas fonctionner puisque les gens vous expliquent qu'ils s'en vont. Donc s'ils s'en vont, c'est pas pour que vous les forciez à revenir ou à vivre ensemble puisqu'ils ne souhaitent pas vivre ensemble. Est-ce que, en tant que femme, vous aviez l'impression, lorsque vous vous promeniez à Sevran, qu'il y avait des lieux ou des endroits qui ne vous étaient pas autorisés finalement? Alors, je parle pas de pas autoriser parce que moi je connais cette ville, j'ai 46 ans, j'y suis née. Oui. Donc je peux Donc vous dire vous le sentiez changement. chez vous partout? C'est ça que vous voulez nous dire? Bien sûr, et même encore, parce que même je critique pas Sevran dans le sens, il n'y a pas de violence, pas du tout, puisqu'effectivement, c'est une ville qui est complètement à part. Comme, on va dire, Villepinte, comme Saint-Denis, toutes ces villes maintenant, c'est vrai qu'on me dit, fais pas l'amalgame avec les musulmans. Il faut reconnaître que maintenant, c'est complètement devenu musulman. Toutes les... Voilà, alors ça, vous voyez, c'est aussi une parole qui est en train de percer le plafond. Alors, certains qui vont hurler en disant « c'est la parole raciste libérée ». Non, c'est juste les gens qui s'expriment, et avec les plus grandes précautions d'usage, hein, si j'ose dire, pour expliquer une situation. Elle le dit elle-même, elle constate que des villes, là où elle vivait, Sevran, Villepinte, Saint-Denis, Aubervilliers, sont des villes qui sont majoritairement musulmanes aujourd'hui. C'est une réalité sociologique. Et on ne peut pas prétendre que ça n'a pas d'influence, ou ce qui s'y passe, évidemment, ça n'aurait aucun rapport, pas d'amalgame, pas de stigmatisation. Bon, ça, c'est ce que nous dit Valls toute la journée, hein, c'est ce que vous disent les médias toute la journée. Donc nous, il faut bien comprendre, voilà, moi je ne suis pas là en train d'exciter les guerres civiles. On verra après d'ailleurs qui c'est qui excite vraiment les guerres civiles. Non, moi je suis là pour mettre les sujets sur la table. Je suis là pour parler, pour porter, vous voyez, les débats de façon intellectuelle, pour un peu élever les consciences, parce que c'est comme ça, c'est en mettant les débats sur la table, mais c'est certainement pas en les cachant, ou alors en nous expliquant que si on montre, c'est clivant, hein, ça aussi, ça fait partie de la novlangue, c'est clivant, hein, on vous dit attention, ah non, mais tu vas sur un sujet clivant, mais tout est clivant. Tout, qu'est-ce qui n'est pas clivant, hein, je vous dis, à partir du moment où on décide même de, qu'est-ce qu'on prend, une tarte aux pommes ou une tarte aux fraises, c'est déjà clivant, hein. Donc à ce moment-là, on se prive de tout, et on ne va sur aucun sujet. Alors a fortiori, si on a décidé d'aller sur les sujets que les médias n'abordent pas forcément, ou en tout cas ne vont pas suffisamment au fond des choses, hein, sur certains sujets, eh ben c'est à nous de le faire, et c'est comme ça que le débat il avance. Mais ça ne peut pas être en se disant « non, je me prive, je m'auto-censure », c'est clivant, parce que si je parle de ce sujet-là, je risque de froisser une personne. Mais vous savez ce qu'on disait des journalistes, le vrai journaliste, hein, c'est quelque chose que quelqu'un ne veut pas voir écrit, et non pas... Sinon, le reste, c'est de la littérature, c'est du public-reportage. Voilà, c'est une belle définition, je trouve. Donc, si on prétend faire justement quelque chose qui ressemble à la réinformation de l'information, c'est forcément quelque chose qui va déranger quelqu'un. Sinon, c'est de la littérature. Hein. Les femmes sont voilées. Toutes les jeunes filles sont voilées. J'ai même vu là depuis 1 an des petites filles voilées. Et des petits garçons de moins de 6 ans avec des djellabas et des... Enfin, voilà. Je suis... Alors, ça, c'est pareil, elle relève un fait. Effectivement, le paysage qui change, on observe dans les banlieues de plus en plus de femmes voilées, mais aussi d'enfants voilés. Elle dit, des petits garçons en djellaba, on l'a tous vu, on le voit tous. Et donc, beaucoup vont se cacher derrière... l'esprit de oui, mais c'est des gens, s'ils travaillent... Parce que là, il ne s'agit pas de racaille, il faut arrêter aussi. On ne parle pas de racaille. La racaille n'est qu'une espèce d'aspect très très visible, en plus problématique de cet aspect, mais ce n'est pas prendre le problème, parce que c'est pas de traiter le problème des racailles seulement. Hein, il y a quand même une version plus large et plus étendue. Donc, puisque là, on vous parle d'école, on vous parle de femmes avec des enfants, donc il ne s'agit pas de racailles, hein, c'est clair et net, c'est des gens du quotidien. Et donc, cette transformation-là du paysage,
dire aux Français, oui, mais ça vous plaît pas parce que vous êtes raciste, vous acceptez pas la culture de l'autre. Mais non, c'est que les Français, ils disent, attention, nous, on est chez nous, celui qui vient, on veut bien l'assimiler, mais il faut qu'il s'assimile. Ça veut dire qu'il faut aussi qu'il adopte les coutumes, les us, la culture de celui chez qui il veut s'assimiler. Ou alors, son souhait dans ce cas n'est pas l'assimilation, mais dans ce cas, c'est bien la colonisation, c'est-à-dire d'arriver avec ses propres coutumes, ses propres frais, prendre l'espace, c'est chez moi et j'impose mon ordre. Ça, c'est de la colonisation. C'est évidemment ce qu'ont fait les pays européens, dans un certain sens, même si, oui, bien sûr, il y a toujours cet aspect du monstre à deux jambes, mais on ne va pas revenir encore, même si ça en fait un peu partie, puisque c'est l'excuse qui est toujours balancée dès qu'on parle de ces sujets-là. On vous balance de l'histoire coloniale à tout va. Mais en tout cas, il s'agit bien, pour moi, dans toute évidence, aux Français qui se disent il y a des immigrés qui viennent, et qui viennent sur le territoire français, non pas qui les refusent, et comme ils hurlent, les Rokhaya Diallo, les autres, ils hurlent au racisme sans cesse, aux vexations, aux frustrations, je ne sais quoi, on se croirait dans un mélange de Mississippi Burning et de Racine, complètement, c'est du délire. La France, c'est pas ça. Donc, ce sont des gens qui sont venus, que la France a accueillis, que la France a nourri, éduqué, logé, comme les autres. Comme les autres. Donc on ne vient pas me dire, oui, on connaît, oui, je sais, pendant longtemps, le rap, je dis, il a véhiculé l'idée contraire, mais à un moment donné, on a grandi tous ensemble, on est capable de faire le bilan, et de ce rap aussi, de peser la part de démagogie qui pesait, et la part de réalité dans les propos qui ont été tenus depuis 20 ans. Donc, parce que ça a quand même mené, c'est vrai, les gens dans une espèce de déformation quand même de l'histoire, déformation du réel. Et donc, si ces gens, donc, comme je vous dis, il y a deux identités, et que l'identité qui est légitime en France, c'est l'identité française. Pourquoi l'identité française devrait-elle se plier, faire des concessions, se transformer à une autre identité mais ça c'est ce qu'on lui demande, au nom du multiculturalisme, on lui explique, maintenant c'est le multiculturalisme, vous devez partager l'identité. Pour donner quoi? Pour donner de la schizophrénie. Parce que quelqu'un qui a une double identité, je ne sais pas, pathologiquement, je ne sais pas, en matière médicale, je ne sais pas, c'est un schizophrène. Donc c'est ça, on veut créer des générations de schizophrènes, de gens qui vont jongler dans des doubles identités qui n'existent pas. Qui n'existent pas. Parce que c'est un mythe. C'est un mythe qu'on crée encore et qu'on va certainement encore perpétuer longtemps. Mais sauf que j'espère qu'un jour, on arrivera... Et je pense que vous commencez aussi à le comprendre, à dire c'est une imposture, il faut arrêter ça, il faut sortir de ça. C'est une imposture. Complètement choquée. Il n'y a plus un commerce, comme dit Nadia, ça c'est vrai. Donc il n'y a plus une charcuterie. Moi je cherchais du jambon, 4 fois on s'est même foutu de moi en me disant mais madame, trouver du jambon à Sevran, c'est une blague. Donc, les femmes sont toutes voilées, on nous apprend qu'on ne peut plus trouver de jambon, qu'on ne peut plus trouver de porc, donc il s'agit bien d'un ordre islamique, ceux qui ne veulent pas voir, qui vont parler, oui mais non mais c'est les traditions, mais non mais c'est bien en rapport avec l'établissement d'un ordre islamique dans les banlieues, donc comme elle le dit elle-même, les commerces sont tous des commerces halal, donc on ne va plus trouver de porc, il y aura, elle dit d'ailleurs très peu de commerces, puisqu'on va trouver maintenant des petits supermarchés halal, des kebabs et des taxiphones, mais on sait très bien qu'il y a tout un tas de commerces qui ne pourront plus s'installer dans ces régions-là, dans ces lieux-là. Et c'est ce qu'elle est en train de nous alerter. Et encore une fois, je vous dis, ne pas vouloir le constater, c'est juste se cacher derrière son petit doigt pour ne pas voir la réalité. Mais la réalité, elle est quand même juste là devant nous. Alors, évidemment, ceux qui vont me dire « Oui, mais attends, tu généralises, c'est pas... » Alors oui, pour le moment, on a des poches partout. Mais ces poches, il y en a plein. Selon le ministère de l'Intérieur, il y en aurait des centaines en France. Des centaines. Des centaines. C'est le ministère de l'Intérieur qui le dit. C'est-à-dire des centaines d'endroits où, justement, on n'a plus de contrôle sur rien, entre guillemets, ces fameuses zones de non-droit, où l'État, on ne sait pas, il y a une espèce d'ordre qui règne, mais qui n'est plus l'ordre de l'État français réellement. Voilà. Bon, donc déjà... Et vous avez senti, pardon Estelle de vous interrompre, oui, vous avez senti un ostracisme contre vous parce que vous étiez une femme?
Alors oui, mais alors c'est marrant, plus par rapport aux femmes qu'aux hommes. Plus par rapport aux femmes. Moi, c'est ce que je ressens parce que mes parents louent des commerces à Sevran. Donc effectivement, il y a maintenant, c'est que des chichas, des kebabs. Il n'y a plus un commerce, on va dire, entre guillemets, pas français, mais... comment... Alors, il n'y a plus, entre guillemets, un commerce pas français. Mais en fait, c'est ce qu'elle veut dire. Vous voyez, on est tellement piégés. Vous voyez, la langue est piégée. Hein, ouais, c'est l'idéologie qui nous piège. C'est-à-dire, elle ne peut même plus s'exprimer. Oui, enfin, on vend, il y a des kebabs, des commerces, enfin, plein de... Enfin, pas français. Mais si, c'est ça qu'elle veut dire. Bah, évidemment, oui, c'est... vous savez, les fameux contraires en psychologie. Bah oui, c'est que pour elle, c'est pas français. Parce que quand on vous dit il y a des kebabs partout... on pourra 100 fois me le répéter à la télévision, tous les leaders d'associations, je pense que ça ne rentrera pas ni dans ma tête, mais ni dans celle de millions de gens. Et ça, à un moment donné, c'est ça aussi le débat. Donc, les gens de gauche qui me défendent l'idée identitaire selon laquelle l'identité, c'est quelque chose de creux, hein, comme un sarcophage qu'on va remplir, eh ben, je n'y crois pas. Et beaucoup de gens n'y croient pas, et ce sera un combat terrible. Parce qu'il n'y aura pas de concession sur l'identité. C'est tout à fait logique. C'est normal. Dire, voilà, vous trouvez la boulangerie, c'est musulman, il y a même les Corans qui sont affichés carrément dans la boulangerie. Des Corans dans la boulangerie. Donc, vous voyez, c'est elle qui le raconte à Sevran. Donc voilà encore un témoignage. Pour tous ceux qu'à chaque fois qu'on ne voudrait pas faire le lien, que quand je dis que c'est un ordre islamique, c'est la réalité sur le terrain, la réalité sociologique de ce qui est en train de se passer en France. Et là, voilà, vous avez sur l'affaire d'un témoignage ce qui se passe encore à Sevran. Il n'y a que des kebabs, des chichas, que les parents donc louent. Mais là, il ne s'agit pas d'ostracisme par rapport aux femmes. En fait, finalement, c'est aussi... Voilà, et bon, il recadre le débat. Attention, il ne s'agirait pas de... Voilà, parce qu'on ne parle pas de l'ostracisme par rapport aux femmes, mais néanmoins, les éléments qu'elle a amenés, ça contribue d'un mouvement. Et c'est parce que les journalistes, évidemment, refusent de le voir. Alors encore, bon, on est sur RTL, c'est aussi... c'est normal, mais ils refusent d'aller au fond du sujet. Il n'y a personne qui rentre dedans pour dire, bah attendez, parce que les faits qu'elle amène sont complètement corrélés à la situation qu'ils sont en train de parler. Sauf que oui, et ce n'est pas sur le cas spécifique, puisqu'elle a parlé du port, des femmes voilées, des commerces qui ont disparu, mais ça rentre dans le cadre de la discussion. Mais le cadre de la discussion, ils veulent le circonscrire sur un petit aspect du problème, finalement. Encore une fois, je vous dis, on vous montre un tout petit aspect pour pas voir le tableau global. Or, c'est le tableau global qu'il faut regarder. Le reportage nous amène un aspect intéressant, révélateur, peut-être déclencheur de quelque chose, parce que toutes les femmes vont se sentir évidemment concernées, hein, a priori quand même par ces images, et aussi nos chantres du multiculturalisme, je les entends bien. Par contre, on n'a pas trop entendu les féministes sur cette affaire. Hein, les Rokhaya Diallo, qui sont prêtes à sauter sur leur chaise pour défendre les soi-disant femmes harcelées dans ce pays. Elles se sont faites d'une discrétion absolue. Caroline Fourest et toutes celles qui nous ont habitués à bien parler dès qu'il y avait des reportages comme ça. Donc je suis un peu étonné, là on les entend pas beaucoup. C'est ça qui nous intéresse, c'est ce côté rejet de la femme. Ici, c'est pas pour vous. Mais restez avec nous parce qu'évidemment votre témoignage est particulièrement intéressant, notamment. Alors, il refuse de voir, oui, c'est la femme, mais ce qu'elle a expliqué, elle a remis ça dans une perspective. Je me dis, le journaliste, il refuse de voir. Les médias sont dans un déni. C'est pour ça, à chaque fois, d'ailleurs, quand on me dit les médias, ils sont toujours derrière pour monter les choses, c'est faux. Les médias ne montent pas les choses. Les médias, vous voyez, ils sont dans un déni, voire, je vous dis, on marche sur des œufs, dès qu'on appuie sur un bouton, vous savez, c'est comme dans le jeu, vous sautez. Donc, ils ont très très peur. Ceux qui sont allés sur ces thématiques-là, ils sont très peu. Le dernier, regarde, vous avez vu la Villardière qui a fait son reportage, vous avez vu comment il s'est fait taper dessus, non pas par les gens, par le monde médiatique. Ça, c'est pas les gens qui ont tapé sur la Villardière, c'est le monde médiatique. Alors les gens, une partie des gens, évidemment, tous ceux qui étaient dans le discours, oh mais là, le mec, il va provoquer les jeunes, enfin il vient avec sa caméra faire une interview, on lui lance des cailloux, on se fait insulter, on se fait malmener, et on va me dire que il les a provoqués, il a pas dit bonjour. Bon, ça, laissons tomber, on a déjà parlé de cette affaire, mais là c'est un peu pareil, comme on dit les médias, tout le temps, l'espèce de truc, les médias sont obsédés,
obsessionnellement, on va dire, caché derrière le fait de pousser les choses, alors que c'est tout l'inverse. Il suffit de voir la réaction du journaliste, je vous dis. Puisque vous connaissez très bien Sevran. Mais je voudrais donner la parole à Eric, qui veut nous donner une autre, peut-être une lecture un peu différente. Bonjour Eric. Bonjour. Alors Eric, c'est très intéressant, évidemment, il va donner une lecture différente. Par contre, il n'est pas très à l'aise. Bonjour. Vous êtes enseignant, Bonjour vous êtes à tous. Limoges. Bonjour madame. J'ai d'abord été saisi par le reportage et j'ai trouvé qu'il avait beaucoup de courage. Mhm. Alors, il est saisi, vous remarquerez qu'il dit « il faut beaucoup de courage ». D'accord? Alors, moi, je vais m'interroger après, justement sur la suite de ce qu'il va dire. Au début, on comprend bien. Mais beaucoup de courage, dans la suite de ce qu'il va dire, il y a quelque chose d'incohérent. Parce que il faut du courage pour aborder ce genre de thème, je pense. Il faut du courage pour aborder ce genre de thème, sans qu'il spécifiât d'ailleurs quel fut le thème. Mais on peut se demander d'ailleurs en entrée, d'accord, il va il reconnaît en fait à la télévision d'avoir soulevé un problème courageux. Donc voilà, soulever une thématique courageuse. Je suis personnellement enclin à penser que le problème est en tout cas pas uniquement, mais peut-être même pas du tout un problème de religion. Ah, d'accord. Alors, il hésite 10 fois à le dire, peut-être, voilà, mais pas un problème de religion. Donc, tout ça n'a rien à voir, évidemment, avec la religion. Bon. Juste pour resituer les choses dans un ensemble plus vaste, rappeler que ces comportements dont on parle, ils ne sont pas réservés aux musulmans. Je rappellerai juste que dans la trilogie de Pagnol, bien connue, et ce sont des livres et des films merveilleux. Alors, il va nous ramener quand même à Marcel Pagnol. Les gens de mon âge connaissent. Ceux déjà 20 ans de moi, j'en doute. Et ceux qui regardent M6 toute la journée, c'est pas la peine. Mais, non, mais il nous ramène quand même jusqu'à Marcel Pagnol. Pour nous expliquer, alors vous allez le voir, et c'est après justement, je vais revenir sur l'histoire du courage. Presque toute l'action se passe dans un café, on ne voit jamais une femme assise au café. Il y a quelques temps, j'étais à Paris. Alors, c'est quand même surréaliste. Il nous ramène jusqu'à Pagnol, il nous dit, dans les films de Pagnol, on voyait pas de femmes au café. Rappelez les dates des films de Pagnol, si on veut, parce qu'il faut quand même remonter. Aujourd'hui, ça fait des 50, 60 ans, mais bon, je dis ça comme ça. Je veux dire que la France de Pagnol, elle n'existe plus. Faut quand même, excusez-moi le monsieur, mais la France de Pagnol, elle n'existe plus. Et en quoi c'est comparable, quand même, l'ambiance qui était montrée dans des films de Pagnol, qui, de toute façon, il compare à des films, alors certes, qui peuvent traduire une certaine réalité, mais qui sont des films, et qui, à aucun moment, sont comparables avec les images qu'on a vues dans le reportage. Je suis désolé, parce que les images qu'on a vues dans le reportage, faut pas oublier, il y a tout l'aspect déjà des femmes qui sont malvenues dans le café, mais quand vous allez, vous voyez aussi, il y a un petit passage avec les jeunes, ils se prennent des cailloux, et puis il y a le passage de la fin où vous voyez que il y a Madame Remadna et sa copine qui sont dans la rue en train de se faire interviewer, puis une voiture qui s'arrête, qui les menace, qui part, et elles font, on est obligé de stopper l'interview. Et moi, ce que j'ai vu, c'est une autre vidéo aussi, où elle explique qu'elle est menacée, elle, sa famille, etc. Donc, je trouve que la comparaison, elle est vraiment, mais absolument, mais sans sens, impossible. Donc, il nous compare des films de Pagnol en disant que ça justifierait donc des comportements, déjà, encore une fois, cette espèce de relativisme constant, de pouvoir prendre dans le passé pour justifier le présent. Il faut arrêter avec ces raisonnements-là. On nous prend comme ça, donc l'exemple d'une France, au demeurant qui n'existe même plus, donc d'il y a 60 ans, pour justifier un comportement dans une France d'aujourd'hui. Et en plus, il nous dit, vous voyez, c'est pas religieux. Mais ça n'a
rien à voir, on ne peut pas comparer, c'est absolument pas comparable la situation, et on le sait, hein, la situation des femmes, quand la France, entre guillemets, était bien plus catholique que ce qu'elle est aujourd'hui, mais c'est incomparable justement avec la situation des femmes dans ces banlieues-là. C'est quand même pas... C'est encore une fois, vous voyez, il marche sur des œufs, en plus il hésite, il sait pas trop, oui, non, c'est pas ça, voilà, c'est toujours dans ce déni, là on cherche plus qu'à se cacher derrière son ongle, je veux dire, il n'y a plus beaucoup de place. Le quartier serbe, autour de l'église orthodoxe serbe de Paris, il y a un café avec une terrasse, des chaises, des tables. Je n'ai vu que des hommes. Oui, enfin... Alors, il nous reprend l'exemple d'un café serbe, donc c'est pas français, donc il nous reprend encore un exemple, c'est ça qui est dingue. Il nous dit, ah bah il y a un café serbe orthodoxe dans Paris, où aussi je n'ai vu que des hommes à table. Mais il lui était intéressant pour comparer, vous savez, pour avoir un minimum de comparaison qui soit viable, c'est qu'on envoya aussi cette dame dans le même café et qu'on puisse observer ce qui s'y passe réellement. Hein. Est-ce qu'elles eussent été foutues dehors comme dans l'autre café? Ça à comparer, on ne peut pas le savoir. Donc son exemple, il n'est pas vraiment valide. Et quand bien même, d'accord, il nous parle de ce café serbe, moi je répondais, d'accord, mais encore une fois, un café serbe, avec les habitudes, les traditions des Serbes. Et il n'a vu que des hommes à l'extérieur, ce qui ne veut pas dire, comme je dis, que si elles vont à l'intérieur, on va leur dire de dégager. Il y a une petite différence, il aurait fallu quand même mener l'expérience avant. Bon, mais, mais là on marche, j'ai envie de dire, sur du n'importe quoi, parce que le problème du fond n'est même pas... Le café, finalement, est l'expression de quelque chose, parce que c'est l'expression de la doctrine auquel ces gens croient et qu'ils appliquent. C'est tout. Et c'est ça qu'on ne peut pas voir. Après, l'histoire du café, ça pourrait être pour un café comme ça pourrait être dans un autre domaine où la doctrine va aussi s'appliquer. Alors, c'est tout à fait, évidemment, choquant en France sur le droit des femmes, puisqu'on est dans un pays, vous savez très bien, de l'égalité, hommes-femmes, etc. On vous a suffisamment parlé avec ça, je ne veux pas vous reparler de cette égalité homme-femme, mais vous savez très bien. Mais là, on voit bien que c'est simplement parce que des gens adoptent un autre ordre, parce que dans leur tête, ils ne pensent pas comme nous, ils pensent différemment. C'est quelque chose à admettre. Mais on a beaucoup de mal à l'admettre parce que on a la gauche qui vous explique depuis longtemps, non, mais non, c'est pas de leur faute, la victimisation. Et puis, vous avez des gens, comme on le verra après, qui inversent le problème. C'est-à-dire, on fait l'inversion accusatoire. Alors lui, là, c'est le syndrome du GG total, déni total. Donc on compare, on fait du relativisme, on compare Marcel Pagnol et Sevran en 2016. On nous compare la situation des femmes à ce moment-là. Moi aussi, je pourrais porter des comparaisons sur la situation des femmes en France et dans d'autres pays islamiques à la même époque. Et on pourra voir qu'il y a des énormes différences de la même façon. Mais donc ça, ce serait encore toujours tomber toujours dans le relativisme de comparaison, mais qui ne règle pas le problème et surtout qui occulte de le voir. C'est comme si à chaque fois, en fait, que vous allez porter une réflexion sur un problème, on va vous empêcher de réfléchir en le mettant en relation avec quelque chose d'autre qui n'a rien à voir. Donc du coup, on ne peut pas parler du problème. Vous allez dire, ah bah moi j'ai un problème avec ma maison. Ah bah oui, mais toi t'as un problème avec ta maison. Mais tu sais, en Chine, les gens, ils mettent de la boue par terre pour faire des briques. Oui, d'accord, mais j'ai un problème de briques dans ma maison. Ah bah non, mais on vous met en relation avec autre chose. Et comme ça évite de parler de problème de la maison. Voilà, et c'est toujours le même mécanisme. Et là, on le voit que même au niveau des médias, quand les gens arrivent, ils marchent sur des œufs, ils ne savent plus comment réagir. Alors, cette personne-là qui appelle, là, il nous montre bien l'exemple du déni. Donc, on veut expliquer un fait en disant qu'il ne serait pas rattaché à quelque chose de plus grand. Et puis ensuite, on nous fait du relativisme en disant, oui, mais ça s'est passé aussi dans d'autres temps ici, dans une autre époque. Donc, ça justifierait un peu ce qui se passe maintenant. Vous voyez, en plus, on comprend toujours pas pourquoi, d'ailleurs, un film de Marcel Pagnol serait comparable avec ce qu'on a vu là. Mais bon, on va trouver du relativisme partout. Et ce sont des orthodoxes. Quand j'étais donc c'est plus quelque chose de culturel, que de religieux. On va demander à... Bon on évacue le problème. Bon c'est culturel, c'est pas religieux pour nous dire, voilà, c'est culturel. Quand bien même ce serait culturel, de toute façon c'est occulter un deuxième problème, puisqu'on est dans la comparaison. Si on veut parler de relativisme, c'est que la quantité de personnes
qui forment la communauté des Serbes orthodoxes de France n'est absolument pas comparable avec le nombre de gens qui forment la communauté musulmane. C'est absolument pas comparable. Donc même sur ce plan-là, ce n'est même pas comparable. Quand il nous dit c'est culturel, oui, bon, je suis désolé, il y a des cultures aussi chez les Papous qui semblent peu civilisées pour la plupart des Européens. Hein. Quand vous mettez des trucs, un calembé avec des noix de coco, bon bah voilà. Mais c'est pas pour ça, pour autant, que on va nous expliquer, bon bah c'est culturel, c'est culturel. Non, c'est pas qu'une histoire de c'est culturel, c'est une histoire aussi que la culture, aujourd'hui, elle est quand même portée par des gens qui représentent une grande partie de la population. Et donc, c'est pas un épiphénomène ou circonscrit, comme ils voudraient nous faire croire, à un quartier, à un café, etc. Ça, ce serait se mentir totalement. Ce serait se cacher les yeux, ce serait pas voir la chose en face. Nadia Remadna, ce qu'elle en pense. Restez avec nous, Eric. Oui, Nadia. Effectivement, il n'y a pas que à Sevran, il n'y a pas que chez les musulmans, effectivement. Mais aujourd'hui, nous, on le vit, effectivement, il y a la religion, il y a la culture, il y a la tradition. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est à chaque fois, on essaye de sortir du problème en disant il n'y a pas que les musulmans. Alors nous, notre combat, il n'est pas contre les musulmans ou pour les musulmans. Nous, on part d'un constat. Et effectivement, qu'aujourd'hui, dans les villes comme Sevran et ailleurs, c'est un machisme intégriste religieux et politique. Voilà. Machisme, intégriste, religieux, politique. Même elle, de toute façon, je ne peux même pas lui en vouloir de ne pas rentrer à fond dans le débat, je la comprends, elle est déjà à fond, puisque rien qu'en disant ça, elle est déjà en danger, Nadia Remadna, en dénonçant et en expliquant ce qu'elle vient d'expliquer. Vous vous rendez compte, en France, on en est quand même là. C'est-à-dire juste, en fait, le fait d'énoncer, et puis elle a fait, vous savez, c'est une femme qui était passée à TF1 il y a quelques temps dans une interview, et qui s'était exprimée, qui avait dit « En France, on a un problème, il nous faudrait plus d'écoles que de mosquées ». Elle a osé dire ça à TF1. Le lendemain, elle avait des gens qui manifestaient, des femmes voilées devant sa porte. Elle a eu des menaces, avec sa fille, elle a eu des menaces, etc. avec ses enfants. Enfin, c'est quand même extraordinaire. Donc, vous voyez, quand quelqu'un, en plus, essaye de parler, vous voyez bien qu'en plus, elle a un discours, tout ce qu'il y a de plus sensé, enfin, hein, ce serait même une gauchiste sur le logiciel dissident, dans le curseur dissident. Hein, et pourtant, elle a des problèmes comme pas permis, parce qu'elle a osé rompre une omerta, elle a osé défier la loi pour sortir de son réflexe tribal, parce que justement, elle a refusé ce réflexe tribal. Et c'est ça qui est intéressant, on en reparlera justement du réflexe tribal. Le réflexe tribal, c'est celui qui fait qu'à chaque fois que vous avez l'occasion, en fait, de choisir entre la communauté nationale et votre communauté d'appartenance, votre tribu, hein, eh ben vous choisirez votre tribu. Et c'est ça qu'on demande à ces gens-là, c'est pour ça qu'on leur met la pression, parce qu'on considère qu'ils ont trahi la tribu. Un peu comme les gens qui viennent me casser les couilles à moi aussi pour me dire « Ah, tu suces les blancs, machin, attends, t'es un traître noir ». C'est exactement la même logique, la même mécanique. C'est-à-dire que c'est des gens qui fonctionnent par le tribalisme, hein, qui vont vous dire, et en plus au nom de l'antiracisme, ça c'est fantastique, hein, parce que c'est eux qui vont encore plus défendre l'antiracisme, alors qu'ils sont sur un mode tribal qu'au total, puisqu'ils vous reprochent une prétendue traîtrise, alors qu'en fait, vous n'expliquez que vous êtes juste pour une communauté nationale, et ben c'est déjà de la traîtrise, parce qu'on estime justement que cette communauté nationale, si vous œuvrez pour, c'est que vous n'œuvrez pas pour votre communauté, donc ces gens-là ne sont pas là pour œuvrer pour la communauté nationale. Il faut quand même être clair, ceux qui vous disent ça, ils ne sont pas là pour ça. Alors ça, c'est une déformation totale. C'est à un moment donné ne pas, je trouve, pouvoir poser la question telle qu'elle est. C'est-à-dire qu'une double identité, ça n'existe pas. Pour moi, je n'y crois pas. On peut avoir plusieurs cultures. Alors, c'est des aspects de notre identité, mais l'identité, elle est qu'une. On n'est pas... Ou alors, c'est de la schizophrénie. C'est ça qu'on combat, ce machisme intégriste religieux et politique qui a pris de la place, c'est ça. Machisme, intégriste et religieux, voilà, bon, c'est plus fort que ça. Le machisme, je trouve, c'est le mot de trop parce que il enlève et il met l'aspect sur une partie du problème. Mais encore une fois, c'est beaucoup plus global. Mais je la comprends parce que c'est déjà pas évident, vous voyez, parce que même en appuyant juste sur cette petite partie du problème, elle a déjà énormément de problèmes. Donc imaginez qu'elle commence à expliquer ce qu'elle va d'ailleurs un peu développer après. Rachida a fait le 3210, elle nous appelle de Seine-et-Marne. Bonjour Rachida.
Oui, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Nadia. bienvenue. Bonjour. Voilà, bienvenue. On vous écoute. Vous avez regardé le reportage Oui. hier soir? Ah ben moi j'ai été scotchée devant la télé, j'ai regardé ça, je me suis assise. Alors Nadia, j'avais déjà vu sur elle des reportages dans certains magazines. Et par contre, moi ce qui m'a choqué à un moment, c'est quand un des jeunes a dit ici c'est comme au bled. Oui. Ben, non, alors parce que je suis désolée, moi je suis algérienne. Je suis allée en Algérie là au mois d'octobre. Dans les grandes villes, il faut qu'ils sachent ces petits jeunes que les femmes vont dans les cafés, que l'Algérie et le Maroc ont changé. Eux ils sont... Oui, enfin, quand il a dit ça, c'est pas tellement dans l'esprit, c'est comme au bled, on imagine bien qu'il y a des changements en Algérie, mais c'est pour dire on est chez nous. C'est comme au bled, c'est-à-dire que ce n'est pas la France. C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. C'est comme au bled, ce n'est plus la France. C'est-à-dire les lois qui s'appliquent ne sont pas les lois françaises. Ce n'est pas l'ordre social français. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Alors on se trompe un peu en disant qu'il a voulu faire une comparaison qu'en plus il ne connaîtrait pas, parce qu'en fait, au fond, c'est ça qu'il a voulu exprimer. Pour rester avec leurs idées d'avant, et d'ailleurs souvent c'est eux les jeunes qui ont des idées un petit peu arriérées. Non mais c'est ça qui est intéressant. Vous dites les idées d'avant, mais dans les années 70-80, ces mêmes jeunes ne disaient pas ça. Oui, mais justement, je trouve que mais leurs parents, par contre, les parents de ces jeunes, eux, sont beaucoup plus ouverts. Oui. Mais ces jeunes, maintenant, ils veulent commander. En plus, ce qu'il faut savoir, c'est que quand même, moi j'ai des cousines qui habitent à Sevran. Donc les jeunes filles, maintenant, en plus, autre problème, elles vont plus dans les cafés, d'accord, mais même leurs habits a changé. Elles peuvent plus se mettre en robe, elles sont obligées de se mettre en jogging, ou alors elles sont toutes voilées. Et ça, c'est... Ah, c'est pas moi qui le dis. Donc c'est encore une habitante de Sevran qui vous dit les jeunes filles, elles sont obligées de se mettre en pantalon, elles ne peuvent pas se mettre en robe, ou alors elles se voilent. C'est une réalité. Ça, c'est des réalités sociologiques. On peut ne pas vouloir les voir, vivre dans un monde de bisounours, mais c'est une réalité. Et c'est une réalité aussi pour les jeunes filles. Parce que l'ordre islamique qui s'impose, évidemment qu'il y en a qui sont contents, mais il y en a qui ne sont pas contents, y compris chez les musulmans. Et c'est ça le truc. Et on leur met la pression, puisque les jeunes filles, évidemment, qui voudraient se balader affirmer sa liberté, vous savez très bien, elle va défier l'ordre, il va lui arriver des problèmes. Et c'est ce qui se passe d'ailleurs avec Nadia Remadna, puisqu'elle est sous menace parce qu'elle a osé montrer une réalité, l'aspect d'une réalité. Et c'est un peu ce qui se passe avec ces jeunes filles qui vont elles aussi vivre sous pression et qui ne pourront rien dire. C'est horrible. Rachida, vous restez avec nous. La famille à Sevran, hein, c'est ça, Rachida? Oui, tout à fait, oui. Est-ce qu'il vous confirme cette situation et le fait qu'il y a des endroits où les femmes sont juste devenues indésirables? Bien sûr, elle me le confirme. Et d'ailleurs, là, du coup, elles sont obligées on leur a fait comprendre que c'était mieux de mettre le voile. En plus, Bien sûr, elle le confirme et on leur a fait comprendre qu'il serait bien mieux de mettre le voile. C'est ça, parce que tu sais, on pourra chercher pendant 10 ans en disant « on va faire des lois, on va trouver l'État ». Moi, il y en a qui me disent ça, oui, mais il faut faire des lois, c'est l'État. Mais l'État ne va rien faire. Qu'est-ce que vous voulez que l'État aille se mêler de la vie des gens dans les plus aspects du privé de cette façon-là? C'est pas possible, c'est strictement impossible. Donc, l'État ne pourra rien faire, puisque les filles qu'on enjoint à mettre le voile, même certainement dans sa famille, de toute façon, même si les parents ne sont pas forcément pour ou quoi, ils vont lui dire « non mais comme ça, t'as pas de problème et tu vas pouvoir te balader sans problème ». Donc, mais vous vous rendez compte quand même de la réalité sociologique qu'il y a derrière. Et ça, nous dire « oh, c'est anodin », non, ça est ce qui risque de se passer en France de façon généralisée dans les 30-40 prochaines années à venir, puisqu'il y a une réalité démographique qui démontre que la communauté musulmane fait plus d'enfants que les autres, et in fine, on le sait, c'est déjà le cas dans certaines villes, mais ce sera le cas un peu partout dans le territoire, où les musulmans vont devenir majoritaires et vont forcément finir avec des villes comme Sevran, où il y aura un ordre islamique qui s'imposera. Et ça, c'est une réalité que les Français ont conscience de ça. Hein, quand on dit « ah bah oui, mais les gens, ils ont libéré la parole raciste, ils deviennent islamophobes », non, pas du tout. C'est que les gens, ils s'aperçoivent de ça, et dans cette projection-là, par contre, ils n'en ont pas envie. Et moi, ce que je dis, c'est justement, les musulmans patriotes qui nous regardent, parce qu'on parle souvent de cette notion de musulmans patriotes, ils ne peuvent pas accepter ça. Puisque ça n'est pas la France, ça n'est pas l'intérêt national. Donc si on est patriote, on ne peut pas accepter la vision et de porter notre regard en se disant on va aller dans 30-40 ans pour finir comme ça. Et ça, même justement un musulman patriote ne peut pas l'accepter pour la France, ou alors il n'est pas patriote. C'est aussi simple que ça.
On ne peut pas, pour moi, il y a une contradiction, parce que si on se déclare patriote, on œuvre pour la France. Donc les musulmans patriotes ne peuvent pas être choqués par ce que je viens de dire, et ils ne peuvent pas vouloir comme projet pour la France de vouloir ça. Voilà. Je le pense vraiment. C'est ça, le fond de ce qui s'offre devant nous. Parce que quel est le monde? Parce que là, le grand remplacement, il est en cours. C'est pas une lubie, il suffit de voir partout. C'est un grand remplacement. Hein. D'ailleurs, ce grand remplacement, il est multiethnique, puisqu'on voit beaucoup de gens d'Afrique subsaharienne qui arrivent d'Afrique de l'Est, d'Afrique centrale, beaucoup de gens maintenant qui viennent aussi d'Asie centrale, de Pakistanais, beaucoup de gens qui viennent d'Afghanistan, etc. Voilà, on voit des gens absolument arriver de partout. Mais le point commun, c'est que ces gens ne vont pas s'assimiler à la société française. Ces gens vont vivre et justement vont alimenter sans cesse le flot de cette immigration. Et d'ailleurs, moi, ce que je remarque, c'est que justement les enfants d'immigrés, ceux qui me disent justement, oui, mais il y a plein de noirs, de rebeux, patriotes et tout. Mais bien sûr, j'en doute pas. Mais je vois que ces enfants-là, eux, ils défendent les immigrés qui arrivent, les migrants, au nom d'une solidarité tribale. On est encore dans le réflexe tribal. Hein, et c'est toujours au nom de ce réflexe tribal ils ont même fait des concours par Internet sur Facebook où on prépare des sandwichs, des repas qu'on va distribuer aux migrants. Alors, intention louable, premier abord, charité, partager, prendre soin des plus pauvres. Évidemment, tout ça, c'est des belles valeurs. Mais la réalité est quoi? La réalité, c'est que ces gens se sentent solidaires avec eux. Et donc, ils nous imposent politiquement leur venue en disant on va les accueillir, c'est normal, etc. Ils s'identifient à eux. D'ailleurs, ils voudraient que tout le monde s'identifie à eux. Ils ont même inventé des slogans maintenant. Première, deuxième, troisième génération, on est tous des enfants d'immigrés. Comme ça simplifie tout. Alors qu'au bout de la troisième génération, si le mec il me sort encore, je suis un enfant d'immigré, c'est qu'il ne se sent pas français. Faut arrêter de se voiler la face. Parce que si au bout de la troisième génération, ils sont encore à revendiquer leur fait d'être immigrés et qu'au nom de cette même immigration, on ferait encore venir encore plus d'immigrés, c'est qu'on est contre l'intérêt national, on n'est pas un patriote. Et pour moi, on ne peut pas dire qu'on défend la France. Ça, c'est mon sentiment. Après, ça se discute, il y en a qui ne sont pas d'accord, machin, on dit... Voilà, chacun a son opinion, après tout, ça se défend, peut-être qu'il y en aura d'autres qui ont d'autres arguments, mais en tout cas, mon opinion, elle est claire, c'est que celui qui est patriote, il défend l'intérêt national. Or, l'intérêt national ne peut pas être dans l'invasion migratoire. Et il ne s'agit pas de racisme, il ne s'agit pas de ne pas être humain, de machin, etc. Non, il s'agit de bon sens, il s'agit d'évidence. Voilà. Et ça, c'est un message aussi justement à l'attention de tous les rebeux, les renois qui nous regardent, puisque c'est comme ça qu'on s'appelle entre nous aussi. Il faut arrêter aussi de s'offusquer à chaque fois qu'on parle de noirs, d'arabes, machin. Les gens sautent sur leur chaise comme si on parlait de quelque chose qu'ils n'avaient pas l'habitude, alors que toute la journée, les gens s'appellent comme ça entre eux. C'est une réalité. Elles sont voilées maintenant. Et moi, je les ai trouvées complètement métamorphosées. Et par contre, ce qu'il faut, c'est absolument pas laisser la place, le terrain à ces jeunes qui véhiculent des idées comme ça. C'est pas possible. Ils n'ont pas à faire ça. Les femmes encore. Ah bah, ne laissez pas le terrain à ces jeunes, mais déjà ils sont jeunes, donc c'est eux l'avenir. Je ne veux pas signaler, mais on vous dit les jeunes, c'est eux l'avenir. Et ne pas leur laisser le terrain, ça veut dire aller au clash. Ou alors, qu'est-ce que ça veut dire ne pas laisser le terrain? Eh oui. Comment on occupe le terrain? Et qui l'occupe d'ailleurs, ce terrain? Et ça, c'est encore, voilà, des questions qui ne sont pas posées. Parce que ça veut dire quoi, occuper le terrain, ne pas laisser ces jeunes? On va envoyer des nationaux dans les quartiers? Ça va être une belle boucherie. C'est qui les gens qui vont tenir le terrain pour dire on va réaffirmer la France dans ces quartiers ou ouais, vous allez arrêter de penser comme vous pensez? Parce que c'est un peu ça qu'on leur demande. Ça va être très compliqué. Quand même le droit de faire ce qu'elles veulent, de s'habiller comme elles veulent et d'aller dans les cafés. Il faut savoir qu'en Algérie, au Maroc, les femmes sont libres. Elles vont dans les cafés. Ils sont restés avec leurs idées. Et en plus, moi, ce que j'ai peur, c'est qu'à force, ils sont tous ensemble, ça peut véhiculer des gens très dangereux. Ah bah, elle est très inquiétante. Alors, ils sont tous ensemble, ça peut véhiculer des gens très dangereux. Donc, bon, elle fait pas une allusion voilée, je sais pas, si j'y voyais pas la main de violence terroriste, je ne sais pas. En tout cas, ça fait froid dans le dos quand même, quelque part, son témoignage.
Parce qu'elle nous dit, bon bah, les gens, ils commandent, ils ont la loi, mais de toute façon, c'est une réalité. Enfin, je dis, ça fait froid dans le dos. Pour ceux qui habitent dans ces endroits-là, ils découvrent rien, c'est une réalité. C'est, pour moi, juste un peu d'irruption du réel, un peu plus dans les grands médias. Mais pour ceux qui habitent quotidiennement dans ces quartiers-là, vous n'apprenez rien, hein, vous le savez très bien. Pour le bien-être de tout le monde. Est-ce qu'on peut revenir, Nadia Armanwa, sur ce que dit Rachida, finalement, que c'est aussi une question générationnelle, c'est-à-dire que les jeunes, d'une certaine manière, dans ces quartiers, ont pris le pouvoir. Non seulement on prie, et on leur a donné le pouvoir, on les a installés. Parce que... Ah, ça c'est très intéressant. Donc les jeunes ont pris le pouvoir et on leur a donné. Et là, elle va faire référence à ce qui s'est passé après 2005, où on avait effectivement beaucoup compté sur la présence de ses petits frères. Ben, on va en profiter pour faire une pause en plus comme ça. C'est parfait dans le timing. Et on reviendra juste après pour la suite sur Meta TV. À tout de suite.